Avant l'écoute de votre épisode, je vous propose une invitation à une vraie parenthèse de ressourcement pour entamer la sortie de l'hiver. Du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2026, j'organise la 2e édition de la retraite Naturo Yoga en Normandie, dans un magnifique moulin niché en pleine nature, entre rivière et forêt. Je vous y accueille aux côtés de Valérie Boiron, naturopathe, et de Marie Vidlou, professeure de yoga, pour un week-end dédié au ralentissement, aux soins de soi et à la vitalité. Au programme, yoga doux, respiration, randonnée, bain froid pour les plus téméraires et une immersion concrète en naturopathie avec un atelier autour de l'alimentation vivante et des préparations lactofermentées. Les repas concoctés par mes soins seront bio, végétariens, à la fois gourmands et surtout profondément nourrissants. Cette retraite est pensée pour les femmes qui ont envie de faire une vraie pause et de prendre leur santé en main de manière préventive et consciente. Les places sont volontairement limitées pour préserver l'intimité du groupe et comme c'est déjà la 2e édition, elles partent vite. Si vous ressentez l'appel, vous trouverez toutes les informations et le lien pour vous inscrire dans la description du podcast. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez aussi m'écrire à lesloisnaturelles@gmail.com. Je serai ravie de vous répondre. À présent, place à votre épisode. La santé est notre bien le plus précieux, il nous appartient de la préserver. Bienvenue dans Les Lois Naturelles, le podcast dédié à la naturopathie et la cuisine santé, dont l'objectif est de promouvoir la santé intégrative. Je suis Camille Langlais, naturopathe certifiée spécialisée en naturopathie de l'enfant. Chaque jeudi, je vous retrouve en solo ou aux côtés de l'un de mes invités pour des conseils pratiques en santé naturelle, des témoignages de vie ou encore pour donner la parole à des praticiens et thérapeutes experts en leur domaine. Si le podcast vous plaît, pensez à laisser un avis, des étoiles, des cœurs ou toute autre manifestation d'amour sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour valoriser mon travail et contribuer à promouvoir la santé intégrative dans le monde. Bonne écoute! Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis maman de 4 enfants. Il y a presque 12 ans d'écart entre le premier et le dernier qui a aujourd'hui 2 ans et demi. Autant dire qu'un véritable monde sépare ma première grossesse de la dernière. Même si mes grossesses se sont globalement bien passées, l'arrivée de la naturopathie dans ma vie a tout changé. Grâce à ces principes simples et pleins de bon sens, j'ai pu vivre des grossesses bien plus harmonieuses, apaisées et connectées à mon corps. Cette révélation a profondément transformé ma vision de la santé au naturel et fait partie des raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast. Faire découvrir au plus grand nombre les merveilles de la naturopathie et montrer comment elle peut nous aider à révéler le plein potentiel de notre corps. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Candice Lévy, naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes enceintes, des jeunes mamans et des enfants. Elle est la fondatrice du concept de naturopédiatrie et l'autrice de plusieurs ouvrages, dont L'assiette de la femme enceinte, tout juste réédité. C'est d'ailleurs auprès de Candice que je me suis formée à la naturopathie de l'enfant. Elle propose un accompagnement véritablement holistique et je suis ravie de la recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet passionnant, l'alimentation de la femme enceinte. Bonjour Candice. Bonjour. Merci pour ta présence, je suis ravie qu'on puisse enregistrer aujourd'hui. Avec joie. Tu accompagnes des femmes enceintes depuis des années, on peut dire. Est-ce qu'on pourrait reprendre un petit peu les bases d'une alimentation saine pour la femme enceinte? Ok. Souvent l'arrivée d'une grossesse permet de s'interroger sur son alimentation et voilà un désir de vraiment modifier son modèle alimentaire, ce qui est une très très bonne chose. La seule chose c'est que on a des femmes qui sont un peu contrariées par le premier trimestre et puis des aversions, des envies très très fortes, voilà, contrariées par des nausées, etc. Donc première des choses, c'est que je leur dis le premier trimestre, vous mangez ce que vous pouvez. Donc j'aime bien rappeler ça pour pas donner forcément d'injonction ou une préoccupation supplémentaire parce que l'alimentation peut avoir un caractère anxiogène. La première des choses, c'est que quand on est enceinte et qu'on va voir son médecin généraliste ou sage-femme ou autre, souvent le premier discours c'est par rapport à l'alimentation, c'est ce qu'on ne peut pas manger. Il y a souvent aussi des affiches dans les cabinets qui donnent plutôt des interdictions. Et ça, c'est une information pour le conscient et l'inconscient de s'alimenter est égal à danger potentiel pour moi et pour mon bébé.
Donc, ce que j'aime rappeler, c'est que la première des choses, c'est que l'alimentation, c'est porteur de vie. Et donc, ce côté vitalogène est vraiment très, très important. Je mange vivant, je fabrique de la vie, je me mets au service de la vie. Et donc, tout au long de la grossesse, en fait, l'idée, c'est de rappeler ce fil conducteur. Et donc, première des choses, c'est premier trimestre, j'arrive à garder le fait que l'alimentation, c'est un vecteur de joie, de plaisir pour moi, pour mon bébé, etc. Et c'est ce qui va mettre aussi dans des conditions optimales pour sa santé psychique aussi, et puis pour sa santé émotionnelle, etc. Donc, au fur et à mesure, en fait, ce qui va évoluer au cours de la grossesse, c'est les besoins micro et macronutritionnels. Alors, macronutritionnel, c'est tout ce qui est lipides, glucides et protéines. Et plus on avance dans sa grossesse, plus les besoins en protéines sont légèrement plus importants. La protéine, c'est vraiment la structure, ce qui va permettre la structure du corps du bébé, mais aussi la construction de son système immunitaire à travers ça. Une grossesse sans protéines, ou en tout cas de qualité et régulière, peut conduire justement à des comportements de grignotage, de compulsion alimentaire, par manque de cette stabilité, et qui peut induire par la suite des besoins en sucre, en grignotage, et peut conduire à de l'hypoglycémie, ou éventuellement s'il y a une prédisposition à ce fameux diabète gestationnel. Donc je dis souvent aux mamans, les besoins ou les envies de sucre, c'est parce que la stabilisation protéique n'est pas présente. Donc première des choses, quand t'es pas enceinte. oui, c'est juste, tout à fait. Seulement, la grossesse, elle est hyperglycémiante. Donc les besoins en sucre, ils augmentent aussi pour la charge énergétique de la mère, mais aussi les besoins énergétiques du bébé. Donc ça, c'est une donnée qui est très différente hors période de la grossesse. Donc ça, c'est la première des choses vraiment à observer. Ensuite, parce que cette grossesse, comme je disais, elle est hyperglycémiante de manière physiologique, ça va être de stabiliser ses besoins glucidiques et glycémiques par des bonnes sources de céréales, des sucres complexes, des bons hydrocarbures qui ne vont pas trop gêner justement cette stabilisation glycémique. Ensuite, en termes de lipides, donc je te donne déjà les grandes lignes. Si tu veux, on peut rentrer dans les détails. En termes de lipides, là aussi, c'est fondamental. Je le dis depuis 17 ans que le gras, c'est la vie. Mais aujourd'hui, j'ai même encore changé de discours, c'est-à-dire que je nomme que le gras, c'est la survie de notre espèce. Et voilà, ça m'est encore confirmé par certaines études, parce que même si on mange des bons gras, en fait, est-ce que ce gras est suffisamment assimilé au cœur de la cellule? Et c'est là toute la différence par différents facteurs. Donc les lipides, pas n'importe lesquels, évidemment, ils sont pas tous égaux, mais les acides gras polyinsaturés, monoinsaturés vont être intéressants. Mais je dirais que l'ensemble des lipides est à équilibrer. En fait, on fait souvent l'amalgame en naturopathie ou dans d'autres domaines, c'est de ne mettre que l'accent sur un lipide. Or, comme dans la nature, tout fonctionne ensemble. D'accord? C'est vraiment cofacteurs, c'est des mariages entre. Donc l'idée n'est pas de faire l'impasse non plus sur les graisses saturées comme le beurre, le fromage ou autre. Ça dépend des terrains, bien évidemment. Mais ils sont aussi très importants pour la synthèse hormonale. J'ai vu des grossesses où des femmes en hypofertilité qui ne consommaient pas suffisamment de graisses saturées et qui avaient des difficultés à tomber enceinte ou même à maintenir une grossesse. Et juste en rétablissant l'apport de beurre ou d'un peu de fromage, etc., eh bien, ça a permis à des grossesses de mieux tenir parce que ces lipides font la synthèse des hormones. Et donc, c'est tout ça pour refaire le lien que c'est vraiment un ensemble. Donc, on a besoin aussi bien d'un petit peu de beurre,
On a besoin aussi d'un ensemble d'oméga 3, d'oméga 6, des graisses saturées par les fromages, les viandes, les œufs, etc. Donc tout ça fonctionne en harmonie dans le corps. Donc moi je suis plutôt partisane, je suis plutôt une naturo qui cherche la voie du milieu et qui dans la vie rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, c'est toujours une question d'équilibre et de ce qui est approprié à chaque terrain. Je suis assez d'accord avec cette voie-là. Est-ce que tu peux détailler peut-être un petit peu au niveau des micronutriments ? Oui, bien sûr. Alors, il y en a un certain nombre qui sont extrêmement importants. Le premier, le plus connu pendant la grossesse, c'est bien sûr le fer. Les différentes sources de fer en termes, est-ce que c'est la voie héminique issue des protéines animales ou non héminiques. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de femmes avec une carence en fer, des carences en fer. Alors, moi, je le vois de différentes manières. Même si c'est très surveillé chez la femme enceinte et très connu comme une carence évidente, ces femmes-là, elles sont souvent mal diagnostiquées parce que il y a 2 facteurs pour moi. Le premier, c'est que la prise de sang n'est à mon avis pas suffisante juste sur une NFS classique, c'est-à-dire un bilan hémoglobine, qui va donner l'image du fer qui circule dans le corps et est véhiculé par l'alimentation. Donc c'est qu'une première image. Et le problème, c'est qu'on devrait pouvoir faire en début et en toute fin de grossesse, c'est-à-dire au début du 3e trimestre, un bilan martial qui permette de venir tester la ferritine. Cette ferritine est, à mon sens, beaucoup plus intéressante comme paramètre puisqu'elle va permettre de savoir quel est le stock que j'ai en termes de fer. Donc elle va être ensuite le fer disponible pour mes besoins et ceux du bébé et du fœtus, de l'embryon. Donc ça c'est une première observation. Deuxième observation, c'est que s'il y a une carence en fer, elles sont souvent mal supplémentées par des médicaments X ou Y. Je pense que nombreuses de tes auditrices vont se dire ah oui, on m'avait filé le médicament untel et effectivement soit elles le nomment pas mais elles le prennent pas parce qu'elles l'ont pris 2 fois, elles ont eu mal au ventre. Certainement engendrer des troubles de la constipation, donc elles s'arrêtent. Par contre, elles vont dire à leur médecin, souvent, pas toutes non plus, oui, je l'ai pris votre truc, et puis en fait, pas du tout. Et puis elles vont soit demander conseil ailleurs, soit finalement, le risque c'est tant de ne rien faire, ce qui est pas ok. Donc une supplémentation qui est pas efficace. Et surtout, faut rappeler que l'assimilation du fer, c'est en corrélation avec l'état du microbiote intestinal, qui lui-même est en corrélation avec la santé du pH de l'estomac. Donc encore une fois, de manière holistique, il faut comprendre ces 2 critères d'assimilation. On a très souvent aussi des femmes qui sont en hypochloridrie, et l'hypochloridrie, en fait, elle peut aller et générer jusqu'à un déficit en fer. D'accord ? Donc une hypochloridrie, elle peut se manifester chez une femme enceinte qui a du reflux. Alors ça peut être mécanique, évidemment, mais ça peut être aussi même avant la grossesse. Une hypochloridrie peut être aussi liée à un état de stress chronique. On a quand même beaucoup de femmes qui sont enceintes par des accompagnements des parcours PMA qui sont soit brefs, soit longs, en tout cas qui génèrent du stress, d'accord, qui génèrent pour certaines de l'anxiété et qui font quand elles sont enceintes, en fait, toute grossesse est précieuse, mais je dirais qu'il y a un caractère encore plus précieux quelque part chez ces femmes-là, chez ces couples. Et donc, ça peut générer de l'hypochloridrie. Donc ça, c'est 2 facteurs. Après, pour moi, il y a aussi le facteur donc physiologique, les besoins en fer qui sont plus importants pour les besoins de l'oxygénation de la maman et du bébé. Et puis, il y a aussi le facteur psycho-émotionnel qu'on oublie aussi beaucoup. Enfin, en tout cas, pour certains, moi, je l'intègre beaucoup dans ma pratique. Mais ces besoins en fer, c'est besoin d'en faire et d'en faire trop, F-A-I-R-E. Et on a beaucoup de profils de femmes qui sont dans l'hyper-contrôle, qui en font.
Et du coup, notre corps, il est aussi le reflet de ce qu'on est psychiquement, d'accord? Donc on peut avoir du mal à assimiler le faire parce que on est plus dans l'action, dans ce besoin de maîtriser, contrôler, etc. Alors que l'état de grossesse, ça peut être aussi un état de se dire, mais en fait, je laisse faire parce que mon corps, il sait faire en fait. Le corps de la femme enceinte, il est fait aussi pour être enceinte. Il est fait pour allaiter. Il est fait pour accoucher. Et en fait, on devrait même pas se poser de questions. C'est-à-dire que l'autre fois, je disais à une de mes clientes, mais le jour J, vous n'allez pas vous poser la question si vous avez envie d'accoucher. Parce que votre corps, il est fait aussi pour ça et il va faire. Et donc, moi, mon conseil dans mes accompagnements, c'est de se faire aider et de faire que finalement notre corps c'est un véhicule qui a toutes ses capacités en lui amenant de la chaleur, de la douceur, en lui amenant une écoute particulière parce que on est 2 voire 3 si on attend des jumeaux peut-être 4 mais là grand miracle de la vie. Ce besoin en faire, moi je le corrèle aussi beaucoup à ça. Alors j'ai beaucoup parlé du fer, il y en a d'autres évidemment. Je pense beaucoup à la vitamine D qui là aussi est à mon avis mal observée dans les bilans. J'explique souvent à mes petites femmes enceintes de faire un bilan à leurs propres frais qui coûte 12 € en laboratoire au moment où elles font l'NFS classique. Elles peuvent demander en plus parce qu'en fait la vitamine D, elle va vraiment avoir un facteur très protecteur sur la santé à venir de l'enfant, sur tout ce qui est protection des allergies environnementales et alimentaires, sur les problématiques de peau type eczéma, et sur les problématiques bronchopulmonaires type l'asthme. D'autre part, ça préserve des troubles de prééclampsie, de l'accouchement, et une chose aussi fondamentale pendant la grossesse, c'est qu'on a corrélé les carences en vitamine D avec le diabète gestationnel. Et là aussi, on a un certain nombre de femmes qui normalement n'étaient pas des femmes présentant des risques de diabète gesta, qui se retrouvent avec du diabète gestationnel, et une des causes pourrait être justement un déficit en vitamine D. Donc là aussi, allons regarder ce taux de vitamine D. C'est quand même 9 fois sur 10 des femmes qui sont carencées. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on s'expose ou qu'on vive à Marseille ou à Paris ou dans des régions encore plus ensoleillées. Bien souvent, on s'expose pas non plus directement au soleil, en tout cas c'est moins recommandé. Et donc on bloque les UVB. Et donc forcément, on n'assimile pas cette vitamine D et pour différentes raisons. Notre alimentation n'est pas pourvoyeuse de vitamine D en quantité suffisante. Souvent, je leur propose de faire des cures entre guillemets de pâté de foie de morue, qui est très riche en vitamine D. Mais quand on est vraiment en déficit, donc c'est-à-dire en dessous de 40 nanomoles, en fait, faut y aller quoi. Et c'est au moins 2000, 3000 unités internationales par jour pendant 15 jours, puis après on peut redescendre à des doses qui vont être plus inférieures. Mais il y a un moment donné où en fait, pour remonter certains taux comme ça très déficitaires, vitamine D, fer notamment, le corps il a besoin de 3 mois. Donc on comprend bien que si on fait une analyse à 7 ou 8 mois de grossesse, c'est un peu juste. C'est un peu urgent. C'est un peu urgent. Parce qu'une grossesse, c'est 9 mois. Parfois un petit peu plus court aussi. Il y a quelque chose que j'ai appris, qui est revenu à ma mémoire récemment, c'est que chez les bébés de poids inférieur à 2,5 kg, en fait, on corrèle ça énormément à des carences micronutritionnelles. D'accord. Donc, déjà de s'interroger si vous êtes enceinte d'un deuxième ou d'un troisième, quel était le poids de naissance de votre premier bébé, et ça va vous donner en fait un indice
et une corrélation avec ou pas un statut ou des statuts corrects, notamment en fer, vitamine D, magnésium, oméga 3, etc., en zinc, en iode et compagnie. Donc là, dans les bilans, moi je demande systématiquement le poids de naissance du premier enfant, pour avoir justement une image un peu de ce statut minéral, fer, etc., etc. Après, il y a évidemment les acides gras oméga 3, EPA, DHA, qui vont être très très importants tout au long de la grossesse et plus particulièrement le DHA sur le dernier trimestre. Et là aussi, sur tout ce qui est anticipation, programmation épigénétique positive pour la naissance et la vie à venir de l'enfant, sur tout ce qui est mémoire, concentration, capacité intellectuelle, etc. Donc tout ça, c'est très très étudié. Et il y a beaucoup d'études qui sortent justement sur ces carences micronutritionnelles qui seraient en question sur des enfants par la suite diagnostiqués avec un trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc voilà, ce sont des périodes sensibles et fragiles. Et il me semble que dans notre rôle de naturo, on a vraiment toutes les clés, les outils pour accompagner au mieux et faire ce travail de prévention sur du long terme, justement. Ça me fait penser, c'est intéressant. J'ai interviewé une dame qui est nutritionniste en Suisse et qui expliquait que en Suisse, c'était vraiment classique, dès lors qu'on est enceinte, d'aller consulter un nutritionniste ou un naturopathe. C'est pas encore un réflexe pour tout le monde en France, mais ça devrait le devenir. Hein. Certes, pour la Suisse, mon pays de de rêve absolu pour pouvoir mieux travailler, effectivement, parce que il y a des choses qui sont un petit peu moins ancrées dans notre culture. C'est l'Eldorado des naturopathes, la Suisse. Entre autres, mais nous on a un passif quand même particulier avec les médecines alternatives, chasse aux sorcières et j'en passe. Par contre, on a un grand savoir-faire autour de la phyto, autour de l'aromathérapie. Et voilà, il suffit de retrouver aussi tout ça et les sages-femmes le font extrêmement bien. Certaines sages-femmes qui bossent en micronutrition et tout ça. Aussi, donc, il y a quand même un savoir, une transmission autour de tout ça. Donc qui continue de se perpétuer, à qui a encore les oreilles et le cœur pour aller vers ça aussi. C'est ok dans tous les cas de pas y aller. Oui. Chacun fait comme il veut, bien sûr. Tu nous as pas parlé de l'acide folique. Une grosse supplémentation pendant la grossesse. On a tous été supplémentés là-dessus. Alors, en fait, je suis un peu partagée pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les études montrent que cette fameuse acide folique, elle est beaucoup plus importante en préconception et sur finalement un temps qui est très court de la grossesse pour tout ce qui est transmission du patrimoine génétique. Donc généralement, moi je l'ai entre guillemets boost avec des méthyltétrafolates, qui est la vitamine B9 de manière assimilable. Et ensuite, elles peuvent conserver cette supplémentation, c'est évident. Mais tout ce qui est prévention et des risques de malformation, de fermeture du bec de lièvre, etc., spina bifida et compagnie, théoriquement, ça se joue avant. D'accord. Ensuite, par contre, chez des femmes qui présentent en fait une incapacité génétique en fait à produire et à assimiler cette fameuse acide folique, ça va être très très important d'en prendre toute la grossesse, évidemment. Et encore une fois, les vitamines B se prennent en groupe. Elles se prennent ensemble. Et j'ai très souvent vu dans mes bilans préconception des femmes avec des supplémentations en acide folique et par contre avoir des statuts, donc une supplémentation en B9, un statut en B9 qui explose le plafond, mais par contre le statut en vitamine B12 très très bas, d'accord ? Sauf que B12 et fer ça marche ensemble. Donc
ce que j'en ai compris aussi, c'est que on peut pas donner des gros dosages de l'une sans équilibrer les autres, parce que cette B12, elle va être aussi fondamentale pour l'érythropoïèse, c'est-à-dire la fabrication du sang, et aussi l'assimilation du fer. Donc c'est fondamental de les donner ensemble. Donc voilà, je suis un peu partagée là-dessus. Ça veut pas dire qu'il faut pas en prendre. Ça veut dire que pour moi, dans ma pratique, je préfère donner des complexes de vitamine B, ou de m'assurer que dans mon complexe, j'ai de la B9, mais j'ai aussi de la B12, par exemple, de manière à ce que ça ne perturbe pas l'ensemble. Et généralement, c'est plutôt en préconception que je la recommande. Et tu penses qu'il est important de se supplémenter tout au long de la grossesse, ou avec une alimentation vraiment équilibrée et adaptée, on peut arriver à couvrir l'ensemble des besoins nutritionnels de la femme enceinte? Alors, dans un monde idéal, j'aurais envie de te dire que on pourrait tout à fait, et normalement on devrait équilibrer nos besoins, nos apports par l'alimentation. Aujourd'hui, même l'HAS, la Haute Autorité de Santé, donne une directive que on est obligé de supplémenter, en fait, parce que, comme tu le sais, les auditeurs auditrices doivent le savoir, notre alimentation, elle s'est appauvrie. Aujourd'hui, pour avoir les quantités micronutritionnelles d'une seule pomme des années 40, il faut qu'on en mange 8. Donc, allez, tu vois, une collation, manger 8 pommes, ma petite dame, pour avoir votre taux de vitamine C et compagnie, c'est pas possible. Pas évident. D'accord, c'est pas évident. Donc la HAS, elle dit que chez des populations comme ça fragiles, enfants, femmes enceintes, personnes âgées, la supplémentation, elle est indispensable. Donc aujourd'hui, je pense que, et d'ailleurs on le voit, hein, les gynécos donnent certains compléments alimentaires, etc. Ils ont cette nouvelle façon de travailler aussi, hein. Donc, ça pourrait bien s'équilibrer, mais j'avoue que je suis un peu partagée. Le risque aussi majeur derrière notre alimentation, sans être pessimiste aujourd'hui au micro, mais c'est quand même tout l'impact des toxiques dans notre alimentation, bio ou pas bio, hein. Ouais. Je veux dire, on pourrait reparler du chocolat bio, du cadmium, des céréales non bio, etc. Donc voilà, je l'ai dit, l'alimentation doit pas être anxiogène, et jamais pour la femme enceinte, jamais de frustration pour la femme enceinte aussi. Donc pour équilibrer ça, disons que c'est recommandé de le faire. Après, moi j'ai eu quelques accompagnements de femmes qui ne voulaient pas de compléments alimentaires et sur certaines choses qui ont pu rétablir leur taux de fer en mangeant plus de protéines, du boudin noir ou des sources très concentrées pour le fer. Et ça a bien joué, comme disent les Suisses. Et voilà, ça demande du temps, ça demande aussi un engagement à ça. Et dernière chose, ça demande de la, je sais pas si le terme persévérance mais en tout cas voilà. Décision, moi je dis. Oui, ça vient de là en fait, parce que on le sait tous que certains aliments sont pas ok. On n'a pas besoin de consulter les naturaux pour savoir que de boire un litre de coca, c'est pas bon. C'est pas ok. Enfin voilà, j'espère. Mais c'est deux choses, des valeurs en fait qui, par notre société X aujourd'hui, la persévérance et l'engagement sont deux choses qui sont très difficiles à maintenir. Et aussi la discipline, la régularité. Donc, moi-même, je suis pas tout le temps régulière. Tous les naturaux, d'ailleurs, c'est pas parce qu'on fait ce métier-là qu'on est parfait, d'accord. Et en fait, voilà, il y a des fois, je le dis, hein, notamment premier trimestre, il y a des femmes qui ont des envies de junk food et qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Moi, j'en ai plein en consulte. Je comprends pas, j'ai jamais mangé ça. J'ai envie, ça me réconforte, etc. Donc, on a tout le facteur psycho-émotionnel extrêmement important à aller aussi regarder et accompagner.
parce que manger, c'est avec tous nos sens, d'accord, y compris les sens intuitifs, y compris les sens émotionnels chez la femme, etc. Donc, d'où le fait qu'on peut pas consommer exclusivement ce qu'il y a dans l'assiette sans aller regarder ce qu'il y a autour. Pour moi, c'est pas possible. Mais justement, je voulais qu'on parle de ça, ces envies de femmes enceintes. Est-ce que tu penses que ça révèle un besoin du corps, un besoin nutritionnel ou éventuellement émotionnel? Qu'est-ce que t'en penses? Alors c'est un sujet que j'adore, qui me passionne, les envies ou les aversions, parce que c'est finalement la même chose. Alors chacun a eu ou pas ses petites lubies, et des femmes, ça les a jamais concernées. Et si c'est votre cas, eh bien ce qui est à noter, c'est vraiment ce qui est la chose la plus évidente, flagrante. J'ai envie de cornichons, j'ai envie d'acidité, d'agrumes, j'ai envie de mangue, j'ai envie de citron, j'ai envie qu'est-ce que j'ai en ce moment, une petite dame, elle était mono-aliment, c'est-à-dire que des aliments de telle couleur, etc. Donc c'est une information que je prends tout le temps en consultation, et idem dans les aversions. D'accord, aversion pour le gras, aversion pour certaines odeurs, etc. Et alors, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Une manière très naturelle, c'est de comprendre que ce dont on a envie, c'est exactement ce que cherche le corps à éliminer en termes de toxiques qu'il a trop eu, et pour lequel il y a une espèce de demande et d'automatisme du corps. Donc ça peut être l'acidité, ça peut être les excès de sel, que sais-je, aussi. Donc ça peut être une info à aller chercher. Ça peut être un besoin micronutritionnel qui n'est pas comblé. Je donne souvent cette anecdote d'une femme que j'ai accompagnée qui vient pour une grossesse, et elle est végane, et elle se confie en me disant moi, Candice, depuis que je suis enceinte, j'ai qu'une envie, c'est de manger de la viande en fait. Et donc elle avait des envies très précises sur de la charcuterie. Et donc j'entends ça. Et je lui propose, je lui dis, écoutez, peut-être que vous pourriez avoir accès à cette envie-là en ayant une autre conscience, effectivement, en mangeant la charcuterie en question, parce que le modèle alimentaire vegan est quand même très pauvre en cholestérol. Ok. Et sauf que la synthèse des hormones, encore une fois, elle se fait sur une base de cholestérol. Donc, il est possible que votre corps il réclame ça. Alors, il y a d'autres sources de cholestérol, évidemment, que la charcuterie, mais seulement, c'est ce qu'elle avait envie. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et je lui dis, voilà, peut-être que en prenant et en consommant cet aliment, en faisant peut-être une prière, un rituel, en l'achetant dans un endroit particulier, peut-être que, voilà, de voir un petit peu. Et elle repart, un peu quand même toujours en interrogation, et je reçois un petit message quelques semaines après en me disant je me suis fait plaisir 2 ou 3 jours, j'ai mangé de la rosette de lion, et en fait maintenant c'est fini, c'est ok, et merci de m'avoir accompagnée, parce qu'en fait ça avait décristallisé une culpabilité en fait très très forte. Et en fait j'ai dit ok. Voilà, pour elle, ça a été juste aussi. Alors, comme je dis souvent, s'il y a des envies de fraises tagada, voilà, c'est pas forcément toujours vers quoi il faut aller, mais ça se décrypte quand même. En fait, on pourra en parler des heures, mais les aliments à dominante sucrée peuvent aussi donner une information d'aller rechercher un support affectif, un support un peu doudou, réconfortant. Aller voir aussi que vient raconter cet aliment pour la femme. Est-ce que c'est un souvenir d'enfance? Est-ce que c'est un souvenir de récompense? Est-ce que c'est un souvenir de frustration? Donc on va aller chercher ce qu'il y a un petit peu derrière. Les aliments lactés, notamment, il y a pas de vérité absolue, non, jamais, mais en tout cas dans le décodage, on peut aller chercher quelque chose de l'ordre du besoin du soutien maternel ou d'une figure maternante. Est-ce que comment c'est pour elle en fait au niveau de ce soutien-là?
J'ai vu des femmes qui effectivement s'étaient mises à manger full produits laitiers d'un seul coup, alors qu'elles en mangeaient jamais. Et la grossesse a révélé ça aussi. Et des femmes pour qui le rapport à la mère, MERE, n'était pas soit bon, soit une mère absente, soit décédée, et une recherche de quelque part de cette figure-là, maternelle, maternante, etc. L'acidité aussi peut venir parler d'une forme de colère, de frustration, de choses comme ça. Voilà, il y a énormément de décodage à faire, et c'est quelque chose de très très intéressant à venir parler, exposer, parce que souvent c'est plutôt la légende, envie de fraise et que sais-je. On peut avoir envie de fraises, c'est possible évidemment. Mais je dirais que moi j'aime bien parce que c'est une ouverture sur le monde psychique de la femme. Et en fait, on a plus de facilité à dire j'aime pas au niveau de l'alimentation quand on rencontre un thérapeute, que dire bah voilà madame, j'ai un problème avec ma mère, j'ai un problème avec mon père, ou ma relation aux hommes, ou ma relation à l'argent, ou je ne sais quoi. Et en fait, quand on a aussi cette cartographie, ce décodage-là en tant que thérapeute, naturo ou autre, ben c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir encore mieux rencontrer cette femme, mieux l'accompagner sur ses blocages émotionnels, préoccupations, etc. Et plus on va aller dans un accompagnement subtil, lever des blocages, plus l'accouchement sera facilité. Parce qu'au niveau de l'inconscient, en fait, sinon ça reste. Et l'inconscient, il va se protéger au maximum pour pas aller souffrir, etc. Pour mettre des systèmes de protection qui feront qu'on va pas aller rencontrer ça. D'accord ? Et donc, plus on va être proche dans cet accompagnement psycho-émotionnel avec des techniques, je vais parler des miennes parce que chacun a ses techniques. On est là pour ça. Voilà, moi j'utilise beaucoup l'hypnonatal, l'olfactothérapie aussi, donc l'aromathérapie olfactive, en respiration consciente et intentionnelle. Et bien plus ça va lever en fait ces blocages, et plus elle va être libre et sereine pour accoucher, librement, avec libérés justement de blocages qui sont présents, passés ou issus du transgénérationnel, etc. Et malgré tout, l'alimentation, c'est en fait une information. D'accord ? C'est toujours une information. Oui, c'est intéressant d'aller plus en profondeur. En fait, c'est révélateur de, on va dire, de la psycho-émotionnelle de la femme. Exactement. Toujours. Même en dehors de la grossesse, oui. Mais là particulièrement parce qu'il y a des choses qui sont nouvelles et qui peuvent être déstabilisantes. Vraiment, ce que j'ai vraiment de flagrant comme anecdote, c'est des femmes qui mangeaient plutôt sainement, et d'un seul coup, premier trimestre, c'est du burger, c'est des trucs hyper mous, qui se mastiquent à peine, sucrés, etc. Et elles-mêmes sont déstabilisées, culpabilisent et compagnie. Première des choses, on culpabilise pas. On accepte ce qui est, et ensuite, on va mettre en place des solutions d'accompagnement pour arriver sur un modèle alimentaire évidemment plus sain, parce que l'idée c'est pas de garder ça non plus. Mais en tout cas, c'est toujours quelque chose qui vient parler d'elle plus profondément, et c'est une ouverture sur son monde psychique. Très intéressant. Je voulais qu'on parle un petit peu des régimes particuliers, notamment des femmes qui sont végétariennes ou véganes, mais encore celles dont j'ai fait partie qui ont eu du diabète gestationnel. Comment tu peux arriver, à équilibrer, alors je pense plutôt à un régime vegan, mais tous les régimes, en termes de protéines, tu en parlais tout à l'heure de bon cholestérol, est-ce qu'il y a des aliments particuliers qu'il a absolument intégrés dans son alimentation ? Alors, on va dire que pour les modèles végétariens et ou véganes, évidemment, ça va être les sources de légumineuses très très importantes, mais qui est aussi très intéressante pour les femmes en diabète gestationnel ou en prévention de diabète gestationnel. On en parle beaucoup à l'heure actuelle, et pareil, l'HAS et même l'OMS mettent beaucoup d'intérêt et de valeur nutritionnelle sur les légumineuses. Elles ont raison, La seule chose, c'est que souvent on oublie de les préparer correctement.
voilà, parce qu'il y a des antinutriments avec dans la pellicule on appelle l'acide phytique, que nous on connaît en naturo depuis Mathusalem. Voilà, il y a des bouquins qui sortent là-dessus et d'un seul coup on se dit oh tiens il y a de l'acide phytique. Bah ouais. Oui. Et tout simplement parce que tout ce qui contient donc tout ce qui est présent dans cette enveloppe de graines, c'est-à-dire légumineux, céréales, oléagineux, bien doivent être trempés, dissous pour retirer ce fameux acide phytique. Donc première des choses, c'est d'apprendre à correctement les consommer, les préparer aussi. Donc la légumineuse, en fait, elle va avoir beaucoup d'intérêt pendant la grossesse. Le premier, c'est que c'est un très bon apport de fibres, d'accord? Et on sait là aussi que les fibres sont extrêmement importantes et bénéfiques pour l'état du microbiote intestinal, d'accord? Donc en source de prébiotiques, notamment. Donc pour prévenir aussi des troubles de la constipation, pour la femme enceinte, notamment. Ensuite, ces fibres, elles vont faire quoi? Elles vont aussi équilibrer la glycémie. Ok. Donc on a un index glycémique qui est relativement faible dans l'ensemble des légumineuses. On pourrait s'amuser à toutes les lister, mais on va pas faire ça. Et aussi un apport donc de protéines végétales à compléter avec toujours une céréale ou oléagineux pour compléter, d'avoir une protéine végétale. Ensuite, elles sont sources d'oligo-éléments, évidemment très intéressants, qui sont assez variés. Une bonne source de céréales pour les compléter, le plus possible d'agriculture biologique semi-complet, et je mets beaucoup en avant les céréales anciennes, variétés paysannes ou des variétés comme le petit épeautre notamment, qui vont très bien compléter les légumineuses. Donc ça, normalement les végétaliens savent très bien le faire. Et ça doit être fait à chaque fois. À chaque repas. À chaque repas. C'est là où parfois ça peut pêcher un peu. Et puis aussi, chez certaines femmes, donner des troubles de ballonnement. Voilà, on n'est pas tous égaux sur notre capacité à les tolérer aussi. Cependant, quand on les fait bien tremper, qu'on les cuit correctement, ça peut être beaucoup plus digeste et beaucoup plus facile ensuite. J'ai pas une grande expertise dans le domaine de l'alimentation végane. Moi, les choses que je négocie avec les véganes, si c'est ok, c'est de réintégrer, si possible, des œufs. D'accord. Avec, je sais qu'il y a une filière d'œufs qui respecte la poule. Je crois que ça s'appelle Qui de l'œuf ou de la poule ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement. Qui vraiment préserve le bien-être animal, etc. Voilà, c'est aussi bien pour les apports de protéines ultra complètes, et puis pour la choline aussi extrêmement importante. Donc on ne trouve que, enfin en tout cas en bonne quantité dans le règne animal. Donc voilà, j'essaye, si vraiment il y a une aversion pour X ou Y raison, évidemment, je leur déconseille. Mais au moins la chose que j'essaie de réintégrer avec elles, ce sont les œufs. Et pour les végétariens, généralement ils ont encore de l'œuf. Et parfois, s'ils sont un peu flexitariens, voilà, je recommande d'avoir un petit peu de poisson, des petits poissons gras, aussi au moins une fois semaine, quelque chose comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces modèles-là, j'ai très souvent vu dans ma clientèle des femmes qui avaient ces modèles alimentaires et qui, par leur état de grossesse, ont l'élan de faire autrement. Et pour moi, j'ai vraiment envie de expliquer que c'est ok, qu'il faut aller écouter ça, d'inviter notre mental à s'assouplir là-dessus, pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que si ça vient à la conscience, c'est que il y a très certainement à aller voir,
d'accord. Deuxième chose, c'est aussi de se dire que dans certaines cultures ou spiritualités où on invite à être végétarien, l'état de grossesse est un état différent qui nécessite un modèle alimentaire différent. Et dans beaucoup de cultures, en fait, on privilégie, on les invite en fait à manger de la protéine animale, de la viande. Dans certaines tribus très éloignées, des choses qu'on ne ferait pas chez nous évidemment, mais de manger du sang de bœuf, etc., etc. Pendant cette période-là, et aussi pendant la période du postpartum aussi. Donc, c'est peu expliqué. J'ai une très bonne à moi qui est bouddhiste et qui a vraiment senti cet appel pendant la grossesse et qui, dans son accompagnement à sa spiritualité, on l'a vraiment expliqué et suggéré. Et en fait, c'était OK pour elle parce qu'elle sentait aussi ça. Maintenant, on n'est pas toutes comme ça. Hein. Je n'invite pas à être omnivore chez toute personne. Hein. Mais je vais toujours quand même si on est végétarien depuis X temps, aller regarder comment est composée l'assiette parce que j'ai eu des surprises où effectivement les associations type céréales légumineuses, riz par exemple, semi-complet et des lentilles vertes, pour donner un exemple plus basique, étaient souvent pas composées ou dissociées. Et finalement, voilà, on pouvait avoir, et ça peut se voir dans les manifestations de l'acidose pendant la grossesse. Hein. Et il y en a beaucoup. Ça peut être déchaussement dentaire, les dents qui saignent, des démangeaisons, le ventre qui gratte aussi. Beaucoup, troubles du sommeil. Voilà, il y a différents exemples au niveau de l'équilibre acido-basique qui est pas bien. Optimal, etc. Donc voilà, je dirais que au niveau des modèles alimentaires, moi celui que de manière un peu générale, celui pour lequel je vais quand même beaucoup l'installer, c'est le modèle hypotoxique avec 80 végétal et 20% animal et qui à mon sens est celui qui correspond parfaitement à la grossesse. Donc vraiment dans cette notion d'équilibre, de diversité, etc. Et je trouve que plus on mange tout le temps la même chose, et finalement, c'est très certainement là où on peut avoir des subcarences ou des carences aussi. Donc voilà, il n'y a pas un modèle universel, hein, ça n'existe pas. Cependant, le modèle hypotoxique me semble plus adapté à cette période de la grossesse. Voilà. Et pour répondre à ta question du diabète gestationnel, là on va beaucoup travailler avec les listes des aliments, index glycémique bas, élevé, moyen. Moi, ce que je fais avec elle, c'est que je vais surtout lister les aliments qu'elle consomme le plus dans les IGO et puis l'orienter vers tout ce qui est solution de remplacement. Donc encore une fois, c'est pas on supprime madame, c'est interdit de manger ça. Mais c'est, on privilégie ça, on zoome sur tel type d'aliments, on donne des astuces, par exemple pour les légumes amidonnés ou les céréales à faire refroidir, à faire réchauffer par la suite. Ça normalement ça marche bien. On met un peu d'acidité dans son alimentation pour équilibrer. Et surtout, on remet du gras, du bon gras, mesdames. Encore une fois. Encore du gras sous forme d'huile variée, type des mélanges. Moi, j'aime bien, je le dis, je pense que vous êtes nombreuses à sans doute le faire, mais l'huile quintessence future maman, c'est 4 cuillères à soupe d'huile par jour. Et dès qu'on mange un truc sucré, on met du gras. Donc, fruits, compote, ou j'ai mangé un biscuit, ou je sais pas quoi. On l'équilibre avec une source de protéines et du bon gras. Alors, c'est pas gagné pour toutes, mais en tout cas, c'est de toute manière des bonnes associations. Et on met des sucres un peu élevés en fin de repas. On change son modèle de petit-déj. Et normalement, si on équilibre bien ce qu'on appelle la diététique, puisque là, c'est de la diététique, on ne devrait pas développer ce diabète gestationnel. D'accord, ça devrait aller.
Par contre, voilà, il faut être rigoureuse aussi. J'ai remarqué les femmes ont pas trop de difficultés, en tout cas chez moi au cabinet, elles savent, elles arrêtent vraiment certaines choses et elles sont sérieuses, quoi. Pour ton bébé, là. Bah ouais, pour elles aussi, parce qu'il y a quand même des risques par la suite. Donc je les trouve très très sérieuses. Après, attention, ce que je vois, ce qui était peut-être arrivé, c'est quand le bébé est né, allez, elle se lâche sur le sucre. Ça a été pour toi, ok. Moi, je vois certaines femmes, j'ai pas pu manger telle chose pendant, 6 mois. Et là, elles y vont. Alors oui, on peut se faire plaisir, mais attention, pas reprendre entre guillemets une mauvaise habitude. Là aussi derrière, parce qu'en fait, évidemment, ça a très certainement généré de la frustration. Mais franchement, quand moi j'arrive avec elle à faire que ça soit facile et que ça génère pas de frustration, au contraire du plaisir, leur faire découvrir des nouvelles choses. Et voilà, c'est aussi un bon moyen qu'a trouvé le corps finalement pour aller vers un modèle alimentaire qui était plus sain, quoi. Et puis je trouve aussi que moi c'était plutôt bénéfique, tu vois, même après quand t'as accouché et que t'as pas de poids à perdre. Alors même si c'est normal tout ça, je trouve que émotionnellement tu te sens mieux parce que t'as plus d'énergie, t'es plus en forme en fait. Et c'est surtout sur cet aspect-là plus que l'aspect physique. J'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant parce que moi j'ai conservé mon énergie vraiment jusqu'à la fin. Après, la difficulté, c'est toujours, moi, j'étais contrôlée, mais tu sais, manger vraiment à heure fixe. Ouais. Ça, c'est pas mais ça, c'est un point qui est important. Et c'est d'ailleurs, je me rappelle là d'une consulte récemment où la dame disait, mais moi, je suis pas du tout comme ça parce qu'en fait, moi, j'aime me promener, faire ceci, faire cela. Et c'est vrai que ça demande malgré tout, un rythme, une certaine régularité, et puis de cuisiner, oui, bien ça, sûr. pour le coup, on pourrait difficilement trouver ça, à l'extérieur. Donc ça demande une astreinte particulière, mais effectivement c'est du bonus, c'est du bon karma, j'ai envie de dire, pour l'après, quoi. Et ça vaut le coup de s'astreindre à ça, vraiment. Complètement. Et pour l'allaitement, c'est aussi valable de garder ce type de modèle aussi, parce que une partie, si c'est un peu full sucre, ça passe dans le lait aussi. Donc ça peut détériorer le microbiote mammaire, le microbiote du bébé et compagnie. Donc je dirais que c'est évidemment un super tremplin à maintenir par la suite. Et puis c'est des goûts déjà qu'on transmet à notre bébé. Moi je vois mon dernier, j'ai bu beaucoup de jus de légumes. Et il mange des choses mais complètement improbables pour un enfant de son âge. On sent que c'est quelque chose auquel il a été habitué. Donc ça lui plaît. C'est top. Et ça c'est top. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire le menu type idéal, on va dire, d'une femme enceinte au cours d'une journée, en partant du petit déjeuner jusqu'au dîner? Waouh. Allez, ce qui te passe en tête comme ça. À vos stylos, mesdames. Des exemples. Alors, la base, le petit déjeuner, c'est mon moment préféré. Ça, on s'en fiche, mais je sais plus qui disait, mais le bonheur démarre par le petit déjeuner. Et donc c'est vraiment l'impulse pour tous les envies de sucre, la stabilisation émotionnelle aussi. Donc première chose, c'est qu'on démarre par de l'eau tiède pour équilibrer le système acido-basique. Première des choses, ça va alcaliniser. Avec ou sans jus de citron, moi j'en mets pas. Par contre, je leur recommande un hydrolat. En fonction de leurs difficultés, je trouve que le plus harmonisant pendant la grossesse, c'est l'hydrolat de rose. Donc une petite cuillère à café d'hydrolat de rose. Ensuite, sans vous surprendre, ça va être un petit déjeuner salé protéiné. Protéines végétales ou animales en alternance, en fonction aussi du modèle qu'elles ont, et en fonction de leur envie, de leur affinité. D'accord ? Je suis très adepte des œufs à la coque, même si n'en déplaise à ceux qui suivent les recommandations officielles, mais je maintiens mon propos, et notamment parce que je me sers beaucoup de ce qui est fait ailleurs, en Angleterre, dans d'autres pays. En fait, les femmes enceintes consomment des œufs à la coque. Alors c'est pas parce que c'est culturel, c'est parce que en fait, il y a pas
vraiment de risque. Le seul risque, évidemment, c'est que si on mange des œufs de mauvaise qualité, type batterie et compagnie, là oui, parce que ces poules, elles sont bourrées d'antibiotiques, elles ont un système immunitaire catastrophique et elles peuvent choper la listeria, évidemment. Mais D'accord ? là, j'ai envie de te dire, le risque, il est partout dans tous les produits. Donc, Merci. Il est de partout. mauvaise qualité. Exactement. Donc, pour moi, si c'est OK pour elles, si elles ont pas peur, elles vont manger un bon œuf à la coque. Généralement, elles ont des étoiles dans les yeux quand on leur dit ça, parce qu'en fait, elles en ont envie. OK ? Bon, voilà. Ça, c'est dit. Mais j'ai dû le retirer dans ma nouvelle édition de l'assiette de la femme enceinte parce que, voilà, j'ai eu énormément de commentaires là-dessus. Donc, j'ai dit OK, c'est un livre grand public, on va suivre cette reco. Je sais pas si dans la nouvelle édition ils ont pu rajouter le fait que je nommais que effectivement c'était tout dépendant de la qualité des œufs, mais voilà. Bon bref, voilà, aparté, je ferme la parenthèse. Donc soit des œufs, soit un peu de fromage de chèvre ou de brebis en fonction de la tolérance. Là aussi. Ça peut être de l'avocat écrasé, ça peut être du houmous, ça peut être du pâté de foie de morue, ça peut être de la terrine de maquereau, de sardines. C'est un vrai repas. Moi, pour mon dernier, le matin, je mangeais de la soupe, de la salade de kale, du fromage, des œufs, et on me regardait avec des yeux en disant waouh, ça va aller, tu veux pas autre chose en plus, quoi. Mais c'est un signe de bonne santé, hein, en fait. Hein. On oublie. Avoir faim le matin, c'est un des très très bons indices du fonctionnement du foie, et puis du reflet de toute manière de la toxémie ou pas du corps. Hein. On choisit une bonne qualité de pain, d'accord, au levain naturel et bio si possible. On le fait légèrement griller, c'est plus digeste, et on met une bonne quantité de gras dessus. Donc soit une huile type quintessence, soit un peu de ghee, extraordinaire pour le microbiote, le ghee, le beurre clarifié. On alterne aussi avec un petit peu de beurre, voilà, c'est possible. Hein. Donc on a une source de protéines, animales, végétales, un peu de pain. On peut faire une version un petit peu sucrée si on découvre en fait ce modèle-là avec une petite touche de miel, une petite touche de purée de fruits, donc sans sucre, ou un fruit après le petit-déj, par exemple du kiwi pour l'apport en sérotonine, très intéressant, ou un petit peu de banane. Une boisson chaude, ça peut être que de l'eau chaude. Ça peut être une infusion type de la mélisse, par exemple, un peu de romarin en alternance, avec, je ne sais pas moi, un peu de camomille, voilà, ce qu'on a envie. Moi, je suis très adepte de la tisane de rose, encore une fois pour les futures mamans. Et assez partisane de l'infusion de feuilles de framboisier et d'ortie dès le démarrage. En fait, les études, elles montrent que, et même de manière, on va dire, plutôt traditionnelle, le framboisier, dans beaucoup de sages-femmeries de campagne, il est utilisé dès le troisième mois, pardon. Alors, plus on avance dans la grossesse et au terme, plus là, il peut avoir des vertus utérotoniques, mais il faut en boire au moins 5 à 6 tasses. C'est pas une tasse par jour qui va faire que vous allez accoucher dans les 2 heures. Hein. Ça serait trop bon, on en prendrait toute une tasse au début des contractions. Youpi, mon bébé est là dans 2 heures. J'attends. Patiemment. Bah non, je suis désolée. Mais au contraire, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça prépare vraiment ça. Donc moi, j'aime bien le mélange rose, ortie, framboisier. D'accord ? On peut mettre un peu de tisane de prêle aussi pour tout ce qui est reminéralisation. Ça va être intéressant. Voilà, une petite collation si on a envie avec des oléagineux préalablement trempés sur les coups de 10 heures avec ou pas un fruit frais. C'est pas obligatoire, ça dépend. Sur le déjeuner, eh bien le déjeuner c'est simple. Il faut qu'on ait une partie de cru. Si on supporte bien ce cru. Légumes crus, type soit un petit peu de salade, de la mâche, des endives. Des légumes lacto-fermentés ou un petit verre de jus, ça super pour le microbiote. On va saupoudrer tout ça de germes de blé.
très intéressant. Il y a full vitamine B dedans, du zinc aussi, donc il faut en mettre quasiment à chaque repas. Ensuite, si on est végétarien, légumineuses plus légumes cuits plus céréales. Si on est un modèle omnivore, on va alterner avec une protéine animale. Donc ça peut être, j'aime bien donner des fréquences surtout. Donc au moins 1 ou 2 fois semaine poisson gras. Volaille 1 ou 2 fois aussi. Ensuite des œufs, si on n'en a pas mangé le matin, on peut aller jusqu'à 6 œufs par semaine. Et poisson blanc si besoin, et viande de bœuf, je dirais 1 fois tous les 10-15 jours. Veau, agneau et tout ça. C'est des viandes qui sont plus chargées aussi. À moins que vous soyez dans une région où votre boucher, il est une viande bio impeccable, etc. À ce moment-là, pourquoi pas? Ça s'évalue autrement. Méfiant sur tout ce qui est charcuterie, jambon, nitrité, compagnie, voilà, très très rarement. Des bonnes huiles à ça, donc au moins 1 à 2 cuillères à soupe d'huile variée. Et puis voilà, comme j'ai dit, une céréale soit ancienne, soit semi-complète et biologique, et des légumes cuits, crus, voilà, en bonne quantité. Ça doit faire moitié de l'assiette facilement, d'accord? Cet apport protéiné, il va grandir tout au long de la grossesse. Donc on est à peu près, je retiens plus moi les chiffres, et moi c'est moi ce que je retiens, mais on est facilement sur 150 grammes de volaille, quelque chose comme ça le midi, quoi. Aux alentours de, puis plus ça augmente, plus on augmente de 20 jusqu'à 20 grammes de supplémentaires à la fin du 2e trimestre jusqu'au 3e. Le dessert pour moi n'est pas obligatoire. Nutritionnellement, c'est pas ça qui va faire la différence, hein, c'est pas un besoin. Maintenant, si on est très attaché à ce dessert, il peut s'envisager, ça peut être une pomme au four, des poires pochées, la fameuse compote, mais qui doit toujours être équilibrée avec du gras. Donc soit une petite cuillère à café, par exemple de purée d'amandes ou de noisettes, ou éventuellement un peu de cacahuètes, purée de cacahuètes ou des oléagineux. Si on peut pas se passer de choco, de choses comme ça, on essaie d'être raisonnable. Du cacao issu plutôt du Ghana, du Togo, d'Éthiopie, de Madagascar, voilà, tout ce qu'on sait maintenant sur cette histoire de cadmium. Et à 70% aussi, on peut consommer du cacao cru qui est excellent aussi. Donc voilà, maintenant la difficulté c'est de trouver du cacao cru de ces régions-là. Là, j'avoue que je suis pas encore expert sur le sujet. Ça doit exister. Mais cacao cru va être très intéressant pour tous les antioxydants, le magnésium. Et c'est une très très bonne source là de magnésium, mais pas le chocolat Côte d'Or, excusez-moi, pour celles qui aiment le Côte d'Or. Évidemment. Voilà, par exemple. Donc on se cache pas derrière le chocolat, c'est riche en magnésium, madame. Non. Oui, mais un verre d'eau chaude après le repas. Moi, je mets toujours un verre d'eau chaude, soit avec un hydrolat, encore une fois. Sinon, de l'eau chaude. Ça, c'est vraiment une habitude à prendre. Hyper bénéfique pour alcaliniser. Et sur le repas du soir, c'est à peu près kiff la bourrique, sauf que on n'a pas tout le temps des protéines animales, en tout cas. Donc, on est plutôt sur un modèle végétal, avec une bonne source de glucides et d'acides gras. Encore une fois. Et le dernier mois de grossesse, c'est le mois où vraiment on a le moins de protéines animales parce que le corps, il va aller, par ce manque en protéines animales, aller faire comme une autolyse du col. Et donc, il va aller rechercher des excès en protéines et il va justement aller plus facilement effacer le col de l'utérus. Donc, au dernier mois de grossesse, je leur conseille d'éviter de manger de trop de protéines animales. Et ça va être beaucoup plus aléatoire là aussi.
Voilà, la collation vers 16-17 heures, elle est aussi intéressante, voire 2 collations en grossesse, c'est bien possible, mais on fait une collation intelligente, donc en associant fruits plus oléagineux aux fruits plus des bons gras, etc. Ça peut être aussi un vrai repas comme le même que sur le petit-déj. D'accord. Et un verre d'eau chaude après avoir dîné. Voilà, grosso modo. En Ce que dînant je pourrais pas trop dire, tard. voilà. Après, il y a d'autres choses. Il y aurait à mettre du bouillon, là aussi déjà, du ghee, du germe de blé, des petits poissons, pourquoi pas, voilà, des petits toppings, des oléagineux, des graines germées si on les fait maison, qu'on respecte bien les règles d'hygiène, etc. Tout ça, c'est possible. Et pour plus de détails, je renvoie les auditeurs vers ton livre, L'assiette Oui, de la par femme exemple. enceinte, nouvellement réédité. Et je te remercie beaucoup, Candice, Avec pour joie. tout ce que tu as partagé. À bientôt. À bientôt. Merci d'écouter Les Lois Naturelles. Pour prolonger l'aventure, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, et abonnez-vous à la newsletter du podcast pour recevoir des conseils et des ressources en exclusivité. Et si vous souhaitez un suivi personnalisé, je serai ravie de vous accompagner en consultation individuelle sur votre chemin de santé naturelle. À très vite dans le prochain épisode, prenez soin de vous.